Bien, il est 11 heures, donc nous allons commencer. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de CNAM Entreprise et je vous remercie pour votre participation donc à notre webinaire de ce jour, dont je vous rappelle le thème: comment la philosophie, l'éthique et le design nous aident à accompagner les changements actuels du monde du travail. J'ai le grand plaisir d'accueillir Cynthia Fleury-Perkins, donc professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, professeure associée à l'École des mines de Paris et directrice de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Alors, quelques consignes avant de laisser la parole à Cynthia. Donc, je vous informe que vos micros sont coupés pour des raisons de confort, mais que le module conversation est disponible et ouvert dès à présent pour toutes vos questions que j'espère très nombreuses, très nombreuses. Merci beaucoup, Cynthia. Je te laisse la parole. Cynthia, ton micro est coupé, Cynthia. Ouf. Donc je Merci. disais, on est ensemble pendant 45 minutes, mais ça va se découper comme suit. Donc on aura 15 minutes à la fin pour les questions. Et puis, vous allez voir un propos qui est en 2 grandes parties: philosophie, éthique, comment ça nous aide à penser, le monde contemporain et les enjeux contemporains, et puis, comment à l'intérieur justement du DIU, donc du diplôme interuniversitaire, on travaille sur, je ne sais pas si vous le voyez là ou pas? Tac. Vous allez me dire si j'ai bien Très bien. partagé. C'est bon, vous On voit l'avez? très bien. Bon, bah, Merci. super. Et donc à l'intérieur du DU, comment on utilise ce corpus, et ces références de la philosophie et de l'éthique, et puis les outils du design, enfin, comment nous, on a pensé et inventé un certain type d'outils du design pour, bah, justement, nous mettre dans un pouvoir de conception, et puis bien évidemment dans un pouvoir agir en fonction de ces outils de conception. Donc vous voyez, le DU qui est porté par, justement le Cergy et le CNAM. Alors, qu'est-ce que l'enjeu globalement du propos d'aujourd'hui? Vous voyez, les changements qui sont les nôtres, j'en ai listé quelques-uns, les grands méta-changements. Changement climatique, bien sûr, crise du modèle démocratique, on y est en plein. Toute la fragilisation des organisations et plus globalement, je dirais, de l'éthique organisationnelle. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup basé là-dessus, comme un enfant d'ailleurs de la psychothérapie institutionnelle, j'y reviendrai. La question de l'IA, bien sûr, qui vient transformer beaucoup de choses. Bref, ce qu'on pourrait appeler des vulnérabilités systémiques, c'est-à-dire, c'est vraiment un DU qui est concentré autour de ces vulnérabilités systémiques, c'est-à-dire comment les vulnérabilités ne sont pas uniquement locales, mais immédiatement impactent toute une série d'acteurs, mais toute une série d'échelles. Et donc, résultat, c'est pour ça aussi que la question du design est intéressante, parce qu'elle nous permet de prendre en considération dans nos modèles de conception la question des échelles. Et puis bien sûr, notre enjeu globalement, c'est d'inventer ce continuum des soins, de voir comment on peut mettre en place des éthiques capacitaires, un prendre soin. Qu'est-ce que c'est que ce prendre soin? C'est pas du tout un prendre soin au sens sentimental du terme, hein. C'est vraiment un outil politique, un outil capacitaire de mettre en mouvement comment dire, les individus, les organisations qui sont les nôtres. Quelques grandes leçons méta de la Covid-19. Je pense que c'est important parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'entrée dans le 21e siècle. Je crois que tout le monde a pu comprendre qu'est-ce que va être le 21e avec cette expérience globale de confinement, mais surtout de vulnérabilité systémique. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer, c'est une expérience entre guillemets «d'effondrement» au sens, comment dire, de modélisation de l'effondrement. C'est quoi une modélisation d'effondrement? C'est quand tout simplement, une ressource qui jusqu'alors était,
abondante et surtout relativement accessible de façon équitable pour l'ensemble des acteurs d'un système, se trouve touchée, atteinte dans justement son caractère équitable, dans sa raréfaction, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, les masques. Voilà, on a eu pas de masque, pas donc ça peut être un certain type d'équipement, mais ça peut être demain l'eau, l'énergie, l'électricité. Donc ce qui fait que fondamentalement la liberté, on pourrait même dire ça, hein, ça peut être des ressources matérielles comme ça peut être des ressources immatérielles. Nous avions un rapport, plutôt, évident avec la question, de la liberté, en tout cas dans, les états de droit et puis soudainement on nous explique que non, c'est plus possible de sortir à telle heure, c'est plus, possible d'aller voir, un tel ou un tel. Certaines relations sont dites essentielles, d'autres sont considérées comme inessentielles, hein. On a très, très bien vu ce partage, hein. On peut aller voir un membre de sa famille, on ne peut pas aller faire la fête. Hein, donc il y a comme ça une sorte de partage et de discrimination, d'un certain type de socialité, donc c'est tout sauf neutre. Donc tout ça pour dire que, voilà ce que c'est qu'une modélisation d'effondrement et voilà ce que c'est qu'une expérience d'effondrement et ces expériences d'effondrement, ça va venir raconter ce qu'est le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est le grand temps des vulnérabilités systémiques ou des risques systémiques. Pour ceux qui font un peu de philosophie et de sociologie, ça nous renvoie directement à Beck, hein, je vous les ai mis, hein, c'est théorie du risque systémique, c'est Hans Jonas, c'est Ulrich Beck. Ulrich Beck, c'est un texte de 1986, donc tout ça n'est pas nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est désagréable, hein, c'est de toute la différence entre la théorie et le vécu et la pratique. Tout ce que je vous raconte, on le sait depuis, non pas la nuit des temps, mais au minimum, on le sait, vraiment de façon argumentée, avec des revues de littérature scientifique, avec des livres scientifiques, philosophiques, sociologiques, avec des médias qui comment dire, en parlent depuis les années 70, hein. Donc c'est très, très en place depuis, comment dire, les premiers sommets de la Terre. C'était bien évidemment su même avant, mais on va dire de manière un peu banalisée, c'est su depuis les années 70 et 86, La Société du risque, le texte d'Ulrich Beck, qui vient justement utiliser l'événement Tchernobyl pour raconter qu'est-ce que va être demain un risque systémique traverse toutes les frontières. Bon, ben, la pandémie, c'est un risque systémique, mais demain, c'est pas forcément la pandémie, ça peut être du terrorisme, ça peut être une catastrophe autre, un autre type de catastrophe naturelle, ça peut être bien évidemment une catastrophe de type cyber, donc numérique, etc., etc. Ça peut être une catastrophe de type mouvement des populations, donc de type migratoire. Donc on voit que c'est ça, si vous voulez, le 21e siècle. C'est comment nous allons devoir réinventer nos manières de faire communauté localement et bien évidemment avec toujours dans la tête cette question de la gouvernance mondiale, en tout cas de comment on travaille avec comment dire, les logiques autour. Donc, je passe parce qu'on ne va pas tout faire, hein, je vous rassure, il y a je ne sais combien de slides, donc ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de vous lancer comme ça quelques grandes lignes problématiques avec la philosophie. Donc vous voyez ce que aussi des points importants ici, on va rentrer dans un mode de banalisation de l'état d'exception. L'état d'exception, c'est comment, bien évidemment, l'état de droit est concurrencé de façon légale, hein, de façon légale, bien évidemment, mais par des modalités d'exception de cet état de droit. Et bien évidemment, quand on banalise l'état d'exception, ce n'est jamais bon pour la démocratie. Et l'état d'urgence sanitaire est une des modalités classiques de l'état d'exception. On va rentrer dans un monde de bien-surveillance, hein, un alliage comme ça entre la bienveillance et la surveillance, c'est-à-dire au nom de la protection, au nom de la santé publique, au nom du meilleur, au nom de la protection de la vie, etc. Le panoptique généralisé, hein, le panoptique étant cette grande notion benthamienne
et reprise par Michel Foucault. On y reviendra si vous voulez dans les questions. On est dans un monde, hélas, et c'est à l'antithèse du soin, de la biologisation de la vie. Ça veut dire quoi la biologisation de la vie? Ça veut dire que quand vous voulez défendre la vie, ce qui est bien évidemment et absolument légitime, vous défendez en fait la survie, c'est-à-dire que vous mettez tout le monde sous cloche. Je caricature, hein, bien sûr, ce qui est terriblement mortifère, puisque vous coupez soi-disant tout l'inessentiel, mais c'est ce qui fait la vérité de la vie, c'est ce qui fait la qualité de la vie, ce qui fait que notre vie est vivable, c'est son indivisibilité, c'est le fait que, bien évidemment, je mange, je bois, je dors, essentiel, mais je peux avoir des affinités électives avec qui je peux aimer, je peux danser, hein, c'est Montaigne, hein, je peux bien évidemment avoir une vie culturelle, etc., etc. Donc c'est l'inverse de ce qu'on appelle la vie simple, la vie nue, etc. Et on a vu encore une fois que très très vite, on va avoir cette problématique des sociétés démocratiques qui, pour gérer des risques exceptionnels, vont rentrer dans des modes antidémocratiques. Et tout notre travail, je dirais, du DU, hein, et ceux qui viennent ici aujourd'hui, c'est de voir comment on résiste à ça. Comment, à la fois, bien évidemment, on est au rendez-vous d'une responsabilité collective, il s'agit de protéger, bien sûr, etc. Et puis demain, de faire les transitions qui sont les nôtres, mais il s'agit bien évidemment de continuer à valoriser cette qualité de la vie, cette vie bonne, et de trouver les combinaisons. Et justement, dans cette invention des combinaisons, le design, l'éthique, la philosophie peuvent justement nous aider. Et voilà, quelques propositions ici. On est bien évidemment, vous voyez, dans les leçons pratico-pratiques, on est dans un monde de la téléprésence. Qu'est-ce que ça veut dire de basculer dans la téléprésence, dans la télésocialité? Qu'est-ce que ça veut dire ChatGPT? Parce qu'on va aller loin demain avec ça, hein, très clairement, sur l'impact sur quantité d'apprentissage. On le voit bien sûr, dès aujourd'hui, mais on le voit très, très tôt avec, des jeunes, enfants qui aujourd'hui ont parfois leur premier contact, enfin pas leur premier contact, mais de manière très concurrentielle et très rapide, ont un contact médié, c'est-à-dire avec une médiatisation, un interface qui est l'écran, et bien évidemment un écran interactif, donc ça vient totalement produire une visio-sociabilité, je ne sais pas comment l'appeler, mais un rapport au réel qui est sans cesse médié, et c'est très problématique parce qu'il est médié à l'inverse des médiations, si vous voulez, classiques, interpersonnelles. L'exemple type là, Zoom, c'est merveilleux, nous sommes tous ensemble et en même temps, fondamentalement, je suis seule, vous êtes seul. Le transfert, la transitionnalité de nos regards, comment on se regarde, comment le corps, la communication non verbale, enfin tout ce qui fait la vérité d'une communication, d'une communauté, etc., c'est pas là non plus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais malgré tout, ce qui est la vérité là aujourd'hui de nos regards, c'est que je ne peux pas vous regarder. Chacun se regarde, mais en fait, nous ne nous regardons plus. Donc, on n'a pas cette réalité de l'intersubjectivité du regard, ce qui fait que tout d'un coup, voilà. En revanche, on est regardé tous par Zoom qui nous enregistre et qui voit tout notre système, etc. Donc ça, c'est quand même un monde assez, voilà, qui nous demande d'inventer à la fois sans doute des phases de résistance, et puis d'autres manières d'utiliser nos outils et de les penser. Je passe, donc généralisation du mode téléprésentiel, des modes, voilà, on rentre dans ce qu'on appelle des modes dits dégradés. Hein, vous avez vu, hein, une bronchiolite et hop, vous avez un système hospitalier qui bascule en mode dégradé. Mais demain, c'est l'école qui bascule en mode dégradé. Crise d'électricité et vous basculez une école en mode dégradé. Crise de l'eau, etc. Donc,
demain, nous allons rentrer là aussi dans une banalisation des modes dégradés. Et le problème des modes dégradés, c'est que ça fait rarement une éthique et de la solidarité. Donc justement, la question de la vulnérabilité aujourd'hui ne peut plus être liée au déni, hein, ça devient nos modes d'être. Voilà. Et il va falloir trouver ce que nous, on appelle à la chaire la générativité du vulnérable, c'est-à-dire comment, en prenant le vulnérable comme point de conception, on produit de l'innovation, de l'invention, du capacitaire, de la résilience, vous trouvez les mots que vous voulez, mais c'est quand même ça notre enjeu. Donc, ici, voilà, vous voyez, hein, failles systémiques, les modes dégradés, la modélisation d'effondrement, les logiques de priorisation, hein, et on n'aime pas beaucoup ça, comment dire, dans l'état de droit abondant qui a été d'où on arrive, biologisation de la vie, banalisation de l'état d'exception, donc tout l'enjeu, je passe sur le côté là, ici, plus spécifiquement soins. Dans le DU, juste vous dire, avant de basculer sur l'autre partie, on est vraiment des enfants donc des humanités médicales. Les humanités médicales, c'est recherche, enseignement en sciences humaines et sociales, prenant la médecine pour objet, à la fois comme science et comme pratique. Mais en fait, notre enjeu, c'est d'utiliser le corpus des humanités médicales et de les appliquer à des enjeux qui sont au-delà de la santé. Et donc, on va s'intéresser à ce que je vais vous développer là très rapidement. Je vous rappelle quelques rappels chronologiques des humanités médicales. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais c'est quand même très, très important hein, de montrer que les humanités médicales, c'est l'enfant de deux grandes catastrophes comment dire, du XXe siècle. Hein. C'est Hiroshima et Auschwitz, et plus spécifiquement le procès des médecins, tout ce qui est procès de Nuremberg, etc. Quand on voit la première valeur dite du consentement, qui est la notion de consentement, est une notion hautement démocratique, hein, et on peut l'attraper partout. Hein. La notion de consentement, c'est aussi MeToo. Hein. Donc, il y a vraiment du transverse. C'est bien sûr le consentement éclairé, etc., du patient, mais c'est le consentement démocratique. Et puis, c'est le consentement, tiens, entre hommes et femmes, etc. C'est un enfant bien évidemment, du XXe siècle et, et, euh, et de Nuremberg, puisque c'est le code de Nuremberg, c'est la première des valeurs, c'est la question, bien évidemment, du consentement. Je passe. Je passe également, mais c'est très important parce que c'est le monde de l'intégrité scientifique. On est dans un monde des deep fakes. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement toutes les images de ChatGPT totalement inventées. Le deep fake, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où de toute façon, la vérité et le deep fake, donc la construction de fausses informations, de fausses images, de fausses réalités, à l'œil nu, de toute façon, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'immédiatement, comme réflexe, comme stratégie de défense psychique et organisationnelle, c'est un mode du soupçon qui vient tout de suite. Et bien évidemment, on ne vit pas ce n'est pas possible. On devient malade quand on est tout le temps dans le soupçon. Ce qui est le paramètre essentiel de la démocratie, c'est les logiques, bien évidemment, de confiance. Et on est dans un monde où on va être environné justement sans cesse d'informations, et on l'est déjà, qui sont susceptibles d'être de la désinformation et avec des impacts de vérité de plus en plus forts. Donc la question de l'intégrité, globalement, de l'intégrité scientifique notamment, elle est essentielle. Donc on parle de tout ça, vous voyez, dans le DU. Je passe ici parce que ça serait simple si, en plus, qu'est-ce qu'on raconte quand on dit éthique? Vous voyez un petit peu, donc on passe là aussi. L'éthique aristotélicienne, c'est là d'où on vient, hein, c'est une éthique très rapidement centrée sur la personne, pareil avec Kant, et bien évidemment, le temps de demain, c'est les grandes éthiques utilitaristes, benthamiennes, c'est-à-dire dures, hein, les éthiques du score, du nombre, de la priorisation, les éthiques populationnelles, et qui font beaucoup de mal à la personne. Je passe rapidement parce qu'on a peu de temps, donc des grands changements qui structurent.
Et vous voyez 3 grands temps importants. Tout ce qui est l'approche subjective, personnelle, qualitative, donc on défend les éthiques du soin, Ricoeur, Canguilhem, Charon, et cetera. Donc c'est des éthiques centrées sur la personne, donc comment dire? À la chaire, dans le DU, on essaye voilà de ranimer de façon très forte ces philosophies-là, mais on travaille aussi avec l'approche institutionnelle du soin, comment une entreprise peut prendre soin, par exemple, de ses employés, comment un hôpital peut prendre soin de ses soignants, comment une école peut prendre soin de ses enseignants, et cetera. Bien sûr des élèves, mais des enseignants aussi, c'est-à-dire véritablement dans c'est un enfant d'ailleurs, vous voyez, soigner l'hôpital, c'est quelque chose qui existe depuis les années 20 avec Herman Simon, ça a été repris par Houry, par Tosquelles. Donc c'est toute la question de la psychothérapie institutionnelle. C'est comment on fait précisément pour que nos institutions ne nous rendent pas malades, comment on calme les processus de rationalisation instrumentale, de réification, etc. Hein, c'est les grands héritages de la théorie critique. Et puis bien sûr les approches politiques. La question du care. Donc la question du care, je passe rapidement. Winnicott, Gilligan, Tronto. Winnicott, pédopsychiatre, qui rappelle, c'est aussi ce qu'on peut appeler les théories de l'attachement, c'est-à-dire qu'en somme, vous n'avez pas un individu qui tient debout s'il n'a bénéficié d'un soin. C'est simple, hein, c'est Winnicott qui dit un bébé, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi, un bébé, ça n'existe pas? Ça veut dire que nécessairement, s'il y a un bébé, qu'il est en vie, qu'il est en bonne santé, c'est qu'il y a derrière des adultes, parce que souvent quand il y en a un seul bien sûr au minimum, mais des adultes, c'est encore mieux parce que comme ça, on peut accompagner l'émergence, on peut développer et le système motivationnel de l'enfant et le système exploratoire, c'est-à-dire la connaissance. Et puis plus tard, c'est Gilligan avec des approches genrées du soin. Est-ce que les hommes et les femmes, sociologiquement, dans leur histoire, culturellement, ont les mêmes types de valeurs? Et donc, elle va mettre en place cette éthique du care où on considère, où on essaye de prendre en considération l'ensemble des acteurs et pas simplement soi seul. Et puis Tronto, qui a une approche beaucoup plus politique du soin comme non pas activité des femmes, mais activité humaine. Et nous, aujourd'hui, on est des enfants de Tronto. Voilà, on peut poser la question, si vous voulez, maintenant. Et comme ça, je passe dans on a 10 minutes, 9 minutes encore sur les outils qu'on met en place. Autoriser, hop, voilà. Parce que il y a une Oui, question, vous vouliez? Voilà. oui, tout à fait. Merci, Cynthia. Donc, je vous propose une rapide question. Vous pourrez y répondre par Booklab. Vous allez avoir un QR code qui va s'afficher à l'écran. Donc, la question est la suivante. Selon une publication de la DARES de mars 2023, 37% des salariés en 2019 jugent ne pas être capables de faire le même travail jusqu'à la retraite, soit environ 9 millions de personnes. Pensez-vous possible de rendre le travail plus soutenable en modifiant durablement les organisations du travail? Voilà, quelques secondes pour répondre à cette question et nous vous communiquerons les résultats en direct. Donc, il suffit juste de flasher le QR code et nous attendons avec impatience vos réponses. Donc j'y retourne, je reprends la Oui, main sur le partage. Alors, tout à fait. le Merci. voilà, alors là, je vais vous partager des outils, qui sont ceux du design et que bien évidemment, on lit sans cesse, hein, parce que c'est ça le but de ce DIU, mais plus globalement de nos méthodes à la chaire de humanité et santé, à la chaire de philosophie. Je rappelle qu'on travaille avec les hôpitaux d'abord, hein, mais en fait avec des écoles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On travaille avec des classes, à la fois, de terminale, mais aussi des maternelles et cetera. On travaille bien sûr avec des entreprises qui sont soucieuses de faire autrement, hein, d'aller vers ce monde à la fois d'effondrement et de transition, mais d'y aller,
le cœur vaillant, et surtout avec des logiques capacitaires et qui vont venir lutter contre la clinique du burn-out, etc. Puisque on est des grands spécialistes, entre guillemets, de la clinique du burn-out des soignants, mais on sait très bien que la question de l'épuisement professionnel et puis même de l'épuisement tout court, hein. Vous avez vu, à un moment donné, je passais avec Vigarello, qui fait une extension du domaine de la fatigue. Ce sont des choses qui traversent toutes les communautés, hein, toutes. Voilà, donc c'est très important qu'on ait des outils qui nous permettent d'accéder à la fois au sens et de voir comment ce sens peut être capacitaire et peut transformer les choses. Donc, on a utilisé, nous, différents outils. Je vous les partage très rapidement. Donc, euh, on a et tout ça, c'est online, donc vous pouvez vraiment vous y référer. On a un grand séminaire, Design with Care, 5 ans de, comment dire, de saison autour de tous les grands enjeux, soins aux personnes, soins à l'organisation, soins à la démocratie, soins aux vivants, et comment on fait travailler ce continuum des soins. Donc, n'hésitez pas, vous tapez Design with Care et vous allez avoir toutes les séances, elles sont enregistrées, partage de documents, etc. Vous pouvez aussi aller sur le site de la chaire. Avec les publications, on a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que on se nourrit. Pourquoi on a choisi le design? Je ne vous fais pas la grande historiographie du design, mais parce que, en fait, quand même, le design, c'est la Renaissance, grand moment de la Renaissance. La Renaissance, c'est pas rien. La Renaissance, c'est le grand moment de très grande émancipation de l'individu. C'est presque la naissance de la notion d'individu, avec les séparations comment dire, entre l'homme, créature, et la possibilité justement de remettre aussi en cause la question divine. Et c'est la prise en considération de l'univers, de l'infini, hein. Pour certains termineront même sur le bûcher pour avoir posé cela. Mais c'est aussi, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle science et conscience, hein. Donc c'est en amont des Lumières. Les Lumières, c'est plutôt un grand temps de hiérarchisation des sciences qui est absolument important, mais la Renaissance, c'est plutôt un temps d'hybridation. Et nous sommes dans un monde d'hybridation, donc c'est très intéressant d'aller chercher les outils aussi de la Renaissance. Et puis, bien sûr, le design, c'est la naissance de l'industrie, donc c'est un lieu, toujours le design, de négociation avec le réel. C'est avec les usages, d'abord c'est transformé sans cesse par les usages. Donc, si vous voulez, ça a un côté très pratico-pratique, mais aussi avec, je dirais, l'ensemble de ce qui fait mal. Les puissances d'argent, le capital. On accuse très régulièrement, à juste titre, le design d'être le faux-nez du capitalisme. Donc, c'est comment il navigue, si vous voulez, avec à la fois ce qui est le contraire de lui, d'une certaine manière, et en même temps comment il défend l'humanisation des process. Donc c'est ça qui est intéressant. Le design dans l'économie de guerre, vous ne pouvez pas savoir ça, mais c'est aussi, voilà, c'est du jugad, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Le jugad, c'est en gros l'innovation du vulnérable, l'innovation du malheur. Le design, il sait toujours faire, en gros, avec le pire. Je ne dis pas qu'il faut créer du pire pour faire du design. Non, hein, mais ce qui est certain, c'est que c'est un outil résilient structurellement. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc je passe ici sur l'histoire, mais c'est vrai qu'on revient et on va chercher dans le DU toute cette historiographie du design et pouvoir comment elle a fabriqué l'histoire. Et très souvent, on a une vision du design qui fait des chaises et des tables, je caricature, et pardonnez-moi s'il y a des designers qui nous regardent, et c'est bien évidemment l'antithèse de ça. On reconfigure en fait les espaces-temps qui sont les nôtres et la politique qui est la nôtre. On fait un grand travail de frise. Vous connaissez tous maintenant la fresque du climat, etc., qui est un outil bien utilisé. Ben, nous, on a une frise du Verstollen. Verstollen en allemand, c'est furtif. Et en fait, cette frise, elle nous permet à chaque fois d'inclure les grands moments qui sont ceux de l'organisation ou du projet,
et de les insérer dans une grande histoire commune. Donc, en gros, l'enjeu de cette frise qu'on fait justement avec les parties prenantes, c'est de reprendre la main sur son histoire, sur son espace-temps, de se relier aux grands enjeux contemporains, de voir où on peut transformer la donne, etc. Donc, c'est un travail, c'est une grande frise qu'on fait justement dans ce DIU et qu'on fait avec les écoles aussi, hein, qui marche très bien. On fait aussi une cartographie de tous les acteurs du projet. Donc, voilà, je passe vite, hein, mais vous voyez, c'est des outils comme ça qui nous permettent tout d'un coup d'avoir big picture et de voir les échelles, de voir comment on peut se lier. D'abord, très souvent, on ne connaît pas assez bien les écosystèmes qui sont les nôtres, les gens qui travaillent sur les mêmes sujets que nous, où est-ce qu'ils sont, comment on peut se lier à eux, comment on peut créer un réseau capacitaire ensemble, à la fois localement, régionalement, nationalement, internationalement, comment on peut créer une communauté d'apprenants online, etc. Donc c'est tout ça qu'on apprend tout simplement à former des interactions créatrices, fructueuses. Et pour ça, on a des outils parce que quand même, ça demande pas mal de travail. On fait de l'enquête, de l'ethno, beaucoup, donc on va sur les terrains, on débriefe, et cetera. Donc on apprend aussi ces outils, hein, pour des projets, pour faire en sorte que, bah, tiens, quand on doit créer, une nouvelle organisation, un nouveau protocole, un nouvel habitat, bah, en gros, notre projet, on construit l'acceptabilité aussi de ce projet. Donc, on co-crée, on fait, nous par exemple à la chaire, on co-design tous nos prototypes avec les patients, hein, par exemple. Voilà, et on fait des cartographies d'expérience. Donc on va prendre, si imaginons que, je ne sais pas moi, on doit travailler avec un pôle emploi, ben on va prendre quantité de scénarios différents, puis on va utiliser bien évidemment des expériences singulières et faire la cartographie de ces expériences, comme on peut faire la cartographie des expériences de patients, un patient schizophrène, un patient autiste, au contraire quelqu'un dans l'addiction. Et puis on va voir comment, en étant au plus près de cette vulnérabilité, ça nous enseigne des choses pour, bah, tout simplement transformer plus globalement nos parcours, et cetera. J'arrive à 30 minutes, donc je vais m'arrêter bientôt. Vous voyez, les représentations systémiques, puisque c'est très important de former, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, d'être précis, et cetera. Je passe. Et puis on fait un POC. Un POC, c'est un proof of concept, nous qu'on a appelé un proof of care, c'est-à-dire vraiment on enseigne aux organisations à faire des expérimentations, à tester, à évaluer pour pouvoir se transformer. Voilà, je vous remercie. Et vous voyez, hein, le POC, etc., on apprend à faire un POC, hein, ce n'est pas n'importe quelle expérimentation, c'est des logiques très frugales, rapides, pour obtenir des résultats probants, pour vérifier la viabilité d'un système. Et c'est très intéressant le POC parce que non seulement on vise un résultat, mais on vise aussi, comme toujours, la transformation du collectif qui est en train de faire le POC. Et ça, c'est également très, très intéressant. Et puis voilà, donc vous voyez, on enseigne tous ces outils dans ce DIU. Voilà, 30 minutes, 31, Merci, on a... merci. Merci beaucoup, Cynthia. Juste pour l'information à tous, la réponse à la question précédente est de 95% pour le oui et 5% pour le non. Donc, C'était tout assez reste évident. possible. Tout reste possible. Il y a quelques questions dans le fil de la conversation que je propose donc de lire. L'injonction à la responsabilité dans les champs du travail liés au sanitaire et au social invite les acteurs à se prendre en charge pour trouver leur voie personnelle. Cependant, à l'instar de M. Weber, nous pourrions reprendre l'éthique de conviction pour tenter un rééquilibrage personnel dans une fonction du care de soi-même. Cynthia, un Oui, commentaire? alors oui, un commentaire, mais bien évidemment, le seul souci, alors pour ceux qui, mais parce qu'on a, je crois, des élèves, hein, Max Weber, éthique de conviction versus éthique de responsabilité, donc deux grands champs qui structurent l'éthique, bien évidemment, de manière totalement polarisée, mais en fait, on est tous obligés de les, comment dire, de les mêler parce que si on fait que l'un,
de l'éthique de conviction, comme dirait Kant et Peggy, ça veut dire qu'on n'a plus de main, hein, donc ça veut dire que fondamentalement, on n'est que dans des éthiques principielles et qui se heurtent à la réalité concrète et notamment aux conséquences et la faisabilité de leurs choix. Et puis de l'autre côté, les éthiques responsabilité, des éthiques pragmatiques qui sont basées autour des effets, des conséquences, etc., de la prise en considération des contextes, donc très très important. De fait, si elles sont totalement dessaisies des principes, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, on doit en fait mêler les deux, toujours recombiner les deux. Et c'est vrai que très souvent, on les oppose, ce qui est une erreur à la fois stratégique et tactique, parce que quand on les oppose, c'est toujours l'éthique de responsabilité qui gagne, hein, parce que, bon, c'est pas l'éthique de responsabilité au sens de, bah tiens, il faut qu'elle soit vivable. Malgré tout, il faut que nos éthiques soient vivables, il faut qu'on puisse les assumer. Et pas qu'elles soient que des éthiques de régulation au sens d'idées régulatrices de type kantien. Pardon, je réponds trop lentement pour répondre à tout le monde, mais donc tout ça pour dire que voilà, il faut mêler les deux. Et normalement, l'éthique du care est quand même une possibilité de croiser de manière un peu inventive les deux et participative. Une autre question, Cynthia. On co-design tous nos prototypes avec les patients. Est-ce que tu peux donner un exemple plus Oui, je concret? donne un exemple très concret. Alors voilà, euh, vous allez voir, c'est du concret. Et c'est ça qui est intéressant, hein, parce que donc nous, chaire Humanité et Santé, chaire de philosophie à l'hôpital, c'est une même chaire hospitalo-académique, qui est donc conservatoire avec toute l'école doctorale, 12 doctorants aujourd'hui, et puis qui est pour son terrain hospitalier, GHU, Paris, Psychiatrie et Neurosciences, donc qui est le premier grand pôle dédié à la santé mentale à Paris, hôpital notamment Sainte-Anne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'hôpital Sainte-Anne nous dit, donc on est vraiment une chaire au service des services hospitaliers. Donc ils viennent vers nous et ils nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider sur comment on peut faire baisser la contention mécanique. La contention mécanique, c'est quoi? Et puis la contention chimique, mais la contention mécanique, c'est quand on attache les patients contre leur gré. C'est hélas encore des modalités qui existent pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui sont un vrai souci. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à produire des protocoles alternatifs à ce fait que nous sommes à un moment donné dans l'obligation d'attacher des patients. Et à ce moment-là, on lance un grand programme, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, euh, avec les patients, avec les soignants, pour trouver des protocoles alternatifs à la contention. Qu'est-ce qui va nous intéresser dans la contention? C'est la contenance, c'est-à-dire le fait de se contenir, d'apprendre à se contenir, et pas le fait d'être attaché. Et donc, on va travailler sur ces notions de contenance volontaire et on va co-designer, mais vraiment avec des patients schizophrènes, autistes, simplement en angoisse de morcellement, etc. Donc, on les rencontre, il y a tout un grand, grand protocole et on invente des solutions. Et on a co-designé 7 prototypes, j'aurais pu vous les montrer. Un prototype où c'est un grand fauteuil où on s'enlace et où on peut d'ailleurs faire comment dire, s'envelopper avec quelqu'un d'autre, ce qui est assez rare. Un soignant, un membre de sa famille, etc. Mais on a des protocoles où on se jette contre le mur et on laisse une trace et on a un corps qui s'imprime contre le mur. Et donc, c'est tout un protocole où on fait de la contenance par de la décharge. Vous voyez? Donc, on a repris tout comme ça, l'état de l'art des sciences humaines et sociales pour voir comment on se contient. On se contient parfois par le fait de regarder du beau. On se contient parfois en goûtant des choses. Donc, on a tout un protocole qui vient reprogrammer sensoriellement l'individu, il goûte des choses, etc. Et tout notre jeu ensuite, c'est de voir, bien sûr, si ça marche. Donc, c'est de faire de l'evidence-based de médecine, c'est de l'évaluer. Voilà comment on co-design et comment on évalue par exemple, des process alternatifs.
Merci Cynthia. Une question de précision. Un participant nous demande qu'est-ce qu'un POC? Un POC, c'est donc au départ un proof of concept, une notion posée par la NASA, l'industrie, etc. C'est-à-dire une expérience frugale qui vient tester la viabilité d'une solution technique. Donc c'est l'industrie qui a mis ça en place et nous nous sommes nourris de ce proof of care pour créer entre guillemets un proof, enfin de ce proof of concept pour créer, pour faire un jeu de mots, pour faire un, pas qu'un jeu de mots, hein, un proof of care, c'est-à-dire de dire, bah, nous, dans nos expérimentations, bien évidemment, non seulement on va vers un résultat, par exemple, les POC, les prototypes que nous testons aujourd'hui sur la contenance volontaire sont des proof of care, mais ça doit aussi changer le bien-être de ceux qui participent à l'ensemble de cette expérimentation. Donc voilà ce que c'est qu'une expérimentation. Ça travaille à la fois sur l'organisation, les participants et aussi sur le résultat produit. Et généralement lié bien sûr à des enjeux transitionnels, c'est-à-dire sobriété énergétique. Enfin, on est forcément, quand on fait du proof of care, on est forcément dans les clous du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la transition sociale écologique. Merci. Une question un peu plus philosophique. L'humanité doit-elle s'adapter à cette nouvelle ère post-Covid en se concentrant sur une décroissance à un moment où les sociétés nous poussent au toujours plus? Oui, je pense que si vous voulez, en tout cas, la croissance sans un regard critique sur cette croissance, ça n'a strictement aucun sens. Et par ailleurs, il faut toujours, et c'est ça, hein, les sciences humaines et sociales, elles sont là pour toujours venir nous aider, en fait, à désinstrumentaliser les concepts. Parce que la surconsommation, c'est pas de la croissance, si vous voulez, c'est de l'addiction. Donc arrêtons d'appeler, de l'addiction ou de la prédation de la croissance. De la croissance, c'est des choses qui travaillent non pas avec le maximum, mais avec aussi l'optimum. Donc travaillons plutôt sur des notions d'homéostasie, d'équilibre. Donc fatalement, décroître à certains endroits pour mieux croître à d'autres, et cetera. Donc moi, je ne défends pas cette notion de décroissance dans son caractère absolu parce qu'elle est presque aussi inaudible que la notion de croissance que centrée sur le profit, comment dire, financier et comment dire, économique. Mais au contraire, travaillons à pluraliser et à diversifier qu'est-ce qui fait croissance, qu'est-ce qui fait épanouissement, et cetera. Et c'est ça, hein, en gros, ce qu'on essaye de faire à la chaire. Une autre question qui fait écho à ta présentation. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, voire quelques outils du comment prendre soin de ses employés dans le monde du travail aujourd'hui? Oui, alors ça dépend toujours comment dire, du lieu, hein. Donc je vais vous dire des choses très, très génériques, trop génériques, parce que la première chose, souvent, c'est d'en passer au contraire par, des moments d'écoute, de comprendre, de rencontre. Ça peut être du one to one, ça peut être des moments où, un groupe et on parle et on vient déposer quand même sur la table deux trois dysfonctionnements. Mais après, se prendre soin, en fait, on prend soin dès qu'on donne à un collectif des moyens d'affronter des adversités. Donc il faut comprendre que le prendre soin, c'est pas nécessairement le fait de faire disparaître les adversités, parce que c'est quasiment impossible, et puis c'est même peut-être pas souhaitable par ailleurs, parce qu'on deviendrait inapte d'une certaine manière, mais c'est à chaque fois qu'il y a une adversité, d'avoir, le diagnostic juste et comment dire? Et non mensonger, donc il y a quand même un rapport aussi à la vérité de l'adversité et surtout d'aller chercher solidairement des outils ensemble pour faire face. Et déjà, quand on fait simplement ça, d'essayer ensemble de faire face à une adversité plutôt que soit de partir dans ce délire de faire disparaître les adversités, soit de mettre l'ultra pression et d'enlever des moyens pour faire face à l'adversité, bah, là, on produit nécessairement, de la maladie, du burn-out, voire parfois des choses plus graves, et cetera, puisqu'on empêche en fait le capacitaire. Donc le soin, c'est produire du capacitaire.
c'est donner un sentiment aux individus qu'ils peuvent agir et qu'ils peuvent un peu avoir confiance dans justement des interactions avec autrui et qui peuvent partager des situations de vulnérabilité et créer, entre guillemets, de l'innovation commune. Donc c'est vrai que très souvent le POC, les expérimentations et cetera, d'abord ça redonne de la respiration, ça leur permet de vérifier, pardon, ça leur il y a quelqu'un qui parle, ça leur permet de vérifier qu'ils sont agents. Pardon, hein, je suis trop rapide, mais voilà, ça vous donne un peu, c'est comme ça en tout cas que nous on fonctionne. Merci. Une dernière question qui en fait a été la première dans le fil de la conversation. Donc la question de la prise en charge pendant les périodes de confinement des personnes ayant des troubles ou maladies psychiques et l'absence de possibilité de rite dans le cadre de la mort des personnes. Quels impacts? Bah, ça a été très considérable, hein. Bon, on a là aussi, si on va faire paraître une note là-dessus, sur la question du deuil, empêché, et on s'est posé la question justement, si ça vous intéresse, elle va arriver bientôt donc sur le site de la chaire. Tapez, chaire de philosophie et à l'hôpital, et on a fait une note: comment les entreprises accueillent le deuil, le parcours des endeuillés et cetera. Est-ce que c'est une question, voilà, non seulement la place de la mort dans la société, en situation bien sûr pandémique, la question du deuil empêché, bon, bah, ça fait un désastre, hein, je vais pas, c'est pas, comment dire, un suspense intenable. La question du deuil relève d'une, légitimité, anthropologique et civilisationnelle. C'est juste pas possible, quoi. Donc ça fait du désastre au niveau individuel, et au niveau collectif, c'est juste, indigne et puis intenable, sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment des enjeux de préserver cela. Heureusement, hein, bah, il y a eu des POC d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous avez vu surgir ici ou là des endroits de ritualisation, de soins aux morts. Nous, on travaille beaucoup sur la question du soin aux morts dans des espaces publics qui ne sont pas nécessairement des cimetières, hein, mais on essaye de repenser, différemment comme ça, comment il peut y avoir des lieux, des endroits où tout d'un coup, une ritualisation, un lien avec autre chose, le sacré, mais simplement les autres, l'autre partie et cetera peut aussi, se mettre en place. Et puis, oui, alors on est dans une explosion, des pathologies, psychiatriques. Heureusement, j'espère que c'est juste, un moment aussi, mais c'est vrai que de plus en plus ça descend sur les jeunes gens aussi, et c'est vrai que dans un premier temps, rupture des traitements, perte de chance sur, à la fois le suivi d'observance de telle ou telle pathologie ou de diagnostic, et d'anticipation d'autres pathologies. Donc, oui, oui, le confinement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Voilà, c'est simple, et comme personne n'est dans la norme, bah, ça fait du mal quasiment à tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est tout l'enjeu de, bah, comment, hein, c'est vraiment voilà, c'est aujourd'hui on commence à comprendre que voilà, les premiers réflexes qui sont tout le monde, sous bulle et cetera, bah, c'est juste pas tenable. Ça produit, si ça produit de la mort sociale, ça produit, du retard de diagnostic de telle ou telle pathologie, des pertes de chance, bien évidemment. Je vous parle pas des enfants, qui sont empêchés d'aller à l'école au moment où ils sont censés apprendre à écrire et à lire, alors que bien évidemment, ils étaient fondamentalement pas, heureusement d'ailleurs, mis en danger par, cette épidémie. Donc c'est très compliqué parce que il y a des moments dans la vie, des fenêtres comme ça, où quand tout d'un coup on est, bouleversé sur ces fenêtres de psychologie du développement et cetera, bah, ça fait des vulnérabilités, à long terme. Merci infiniment, Cynthia, pour toutes ces précisions. Le sujet est passionnant. Malheureusement, on arrive au terme de notre webinaire. Un grand merci Un grand merci à vous. à notre intervenante, à nos nombreux participants. Vous allez avoir sur l'écran une question de satisfaction concernant ce webinaire qui va s'afficher.
Je vous remercie de bien vouloir y répondre. Ça nous permet aussi d'améliorer sans cesse ce type d'événement. Et je vous informe également que le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours. Je vous remercie. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt donc, sur nos prochains webinaires. Merci encore, Cynthia. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.